Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous sommes en direct et c'est parti pour 1 heure pour parler de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Vous le savez, une semaine nous sépare de l'Aïd el-Fitr. Quels comportements doivent avoir nos concitoyens justement pendant ou avant cette fête religieuse? Faut-il rappeler pour sensibiliser justement que notre pays enregistre depuis maintenant plusieurs semaines quelque chose comme 200 contaminations tous les jours, sans compter les décès? Faut-il rappeler encore une fois aussi que le corps médical est endeuillé? Nous citerons le dernier décès en date du docteur Wafa Boudissa, parti à la fleur de l'âge, à 28 ans. On parlera également, outre le volet de sensibilisation, on parlera également dans cette émission de l'apport de la communauté scientifique dans la gestion de la crise. L'Algérie se lance, vous le savez, dans la production de kits rapides. Comment cela pourrait aider à endiguer justement la pandémie? Enfin, on reviendra également sur la situation dans le monde et la possibilité ou pas d'aboutir à un vaccin, puisque vraisemblablement nous serons appelés à vivre avec ce virus. Pour parler de tous ces points relatifs justement à cette pandémie qui nous touche depuis plusieurs mois, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Makrelouf Mohamed. Vous êtes médecin biochimiste, vous êtes chef de service du laboratoire central de biologie au CHU de Bab el-Oued à Alger. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le plaisir de recevoir le docteur Yousfi Mohamed. Vous êtes chef de service infectiologie à l'EPH de Boufarik à Blida. Bienvenue. Merci, merci. Merci à vous. Et puis j'aurai également en direct à partir d'Oran le professeur Aoufan Nabil. Vous êtes directeur de l'ATRSS, l'Agence de recherche en sciences de la santé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Bonjour, merci d'avoir... Bonjour chers auditeurs et chers téléspectateurs. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation et j'ai également à partir d'Aix-en-Provence le docteur Mohand Sidi Saïd. Vous êtes vice-président, vous étiez vice-président du laboratoire Pfizer aux USA. Bienvenue. Tout à fait heureux d'être avec vous. Juste une petite précision, je ne suis pas médecin. Vous êtes pharmacien? Pas du tout. Bienvenue docteur. Merci. Bienvenue monsieur Mohand Sidi Saïd. Alors, je rappelle également que vous êtes l'auteur du livre Au secours, notre système de santé est en péril. Alors, je le disais à l'instant, le corps médical est endeuillé avec cette triste disparition il y a 3 jours donc, du jeune médecin, pour ne citer que cette dernière disparition, parce que le corps médical a été fortement endeuillé, que ce soit des médecins ou des soignants ou encore des infirmiers. Alors l'idée n'est peut-être pas d'en faire notre sujet ou notre propos aujourd'hui, mais juste de lui rendre un hommage et que Dieu donc l'accueille dans son paradis. Mais j'aimerais vous faire réagir par contre, puisque c'est l'actualité, sur la situation dans nos hôpitaux. Alors, comment peut-on décrire aujourd'hui la situation dans nos hôpitaux et les conditions de travail de nos médecins? Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, téléspectateurs de Canal Algérie, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, effectivement, tout le monde le sait, on ne va pas cacher ça, que le système de santé algérien est malade, donc il était malade avant cette épidémie, qu'il y a un gros problème donc, de gestion ou de dysfonctionnement, on l'a toujours dit, malgré tous les efforts qui sont faits, toutes les compétences. Et lorsque vous avez donc sur ce système, avec ces dysfonctionnements, une épidémie de cette nature, c'est clair que lorsque on fait le point aujourd'hui, c'est qu'un grand défi a été relevé par ces professionnels de la santé dans des conditions, encore une fois, difficiles, dans des conditions, je ne parle pas de l'épidémie, mais surtout dans des conditions de travail. On a toujours dit qu'il faut, et d'ailleurs les déclarations de M. le Président de la République ont été, j'allais dire, bien accueillies par tous les professionnels de la santé, pour une fois qu'on s'occupe et qu'on s'intéresse au système de santé, et il était temps. Donc,
on était donc, j'allais dire, je parle du secteur public surtout, hein, on était dans, j'allais dire, dans des conditions quand même assez difficiles, malgré que les compétences existent, malgré que les moyens aussi matériels existent. Tout le monde s'accorde, c'est un problème beaucoup plus de gestion, un problème de politique de santé, donc depuis plusieurs années. Maintenant, il est temps, et à travers justement, à travers cette épreuve, et j'espère avec l'engagement des premiers responsables du pays, j'allais dire, de repartir sur de bonnes bases pour rebâtir donc un système de santé qui ne demande, où j'allais dire, les acteurs ne demandent qu'à avoir, et on n'a rien à envier à d'autres pays en termes de compétences. Il n'y a qu'à voir, lorsque vous avez des compétences algériennes qu'on prend ailleurs et qui s'adaptent très facilement et qui sont très brillants. Donc là, je pense que le meilleur hommage qu'on peut rendre à ces professionnels de la santé et qui sont donc sur le terrain, et on voit avec l'épidémie, je parle personnellement, donc avec ce qu'on vit à Blida et à Boufarik depuis 2 mois et demi, c'est de s'occuper sérieusement de notre système de santé dans l'intérêt des professionnels de la santé et dans l'intérêt du citoyen algérien. Absolument. De toutes les manières, je pense que cette crise a mis la lumière sur les dysfonctionnements du secteur, mais il y a eu aussi du bon dans la mesure où ça a fait émerger, comme vous le disiez à l'instant, des compétences. Vous parlez justement de Blida et de Boufarik, la région la plus éprouvée justement dans cette pandémie. Est-ce qu'on parle de baisse de pression? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez réellement qu'il y a une baisse de pression? Juste, je reviens. Donc, on parlait de ce personnel, de ces sacrifices, et pour donc présenter mes condoléances donc à la famille Dr Boudissa et à toutes les victimes. On a eu donc notre victime au niveau du Boufarik, un ambulancier, et on a eu beaucoup de médecins qui soient donc spécialistes, génialistes, des paramédicaux, des agents de salle. Pour revenir à votre question, c'est clair que la pression, donc on l'a vu depuis le 1er mars, le 29 février, date des premiers cas. Donc on a eu en Algérie et donc à Boufarik, dans la wilaya de Blida. Tout le monde sait très bien que l'épicentre de cette épidémie jusqu'à maintenant, c'était donc Blida, avec ce nombre de cas. Mais pour répondre donc à votre question, effectivement, nous avons constaté pratiquement depuis une quinzaine de jours, d'abord une stabilisation, donc en tout cas dans la ville de Blida, une stabilisation, puis même avec une diminution des cas qui commencent à diminuer, même si c'est doucement, avec une courbe, j'allais dire, un peu plate. Donc on aurait aimé que cette diminution soit plus rapide. La pression est moins importante au niveau des urgences, mais on a bien sûr toujours des malades, et on est passé à l'hôpital Boufarik de en moins 20-25 cas et plus il y a quelques semaines, à moins de 10 cas, donc depuis une quinzaine de jours, avec une moyenne de 6 à 7 cas par jour, qui sont, on va dire, des cas de trop. Mais là, on est donc obligé, donc, bien sûr, de maintenir cette vigilance. Et là, c'est là où intervient le rôle du citoyen. Parce que, vous l'avez bien dit tout à l'heure, depuis le début du carême, au niveau national, il y a eu un relâchement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une stabilisation en termes de nombre autour de cette 200, moins 200, plus 200. Mais on peut faire mieux, justement, avec l'intervention, justement, du citoyen. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise... pourquoi je dis stabilisation? Parce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels on se base. C'est le nombre de décès, qui est quand même tourne autour de 5 à 6 décès depuis maintenant plusieurs semaines. C'est un élément important, positif. Et le nombre de malades en réanimation qui est nettement donc moins de 20, et c'est un élément aussi positif. Il reste maintenant les nouvelles contaminations. La balle est, je dirais, chez le citoyen algérien. Oui. Vous parlez justement de baisse de pression peut-être à Blida et à Boufarik, mais il y a d'autres wilayas quand même, comme par exemple la wilaya de Souk-Ahras, je lisais dans la presse, où les chiffres sont en nette augmentation aussi. Alors il y a peut-être un léger relâchement de la part de la population aussi, comme vous le disiez. Alors on compte aujourd'hui on est à peu près dans les 7000 contaminations, avec 550 décès depuis le début de la contamination, avec quelque chose comme près de 12 000 cas sous traitement qui ont été diagnostiqués
diagnostiquer avec la PCR ou avec d'autres tests, d'autres moyens donc, de diagnostic. Je le disais, et le docteur Yousfi le rappelait à l'instant, qu'aujourd'hui on enregistre à peu près 200 contaminations par jour depuis plusieurs semaines maintenant. Comment peut-on évaluer aujourd'hui cette courbe, professeur ? Merci. Donc, permettez-moi aussi de saluer vos invités à travers, j'allais dire à distance, et notamment le professeur Haufen, qui est le directeur de l'agence thématique de recherche en santé, qui est c'est-à-dire notre responsable, parce que moi je suis directeur de labo de recherche. Donc, je le salue d'ici. Et bien sûr aussi moi la famille de notre collègue, cher collègue, Allah yarhamha, qui était Shahidat al-Wajib, Madame Boutissa, et tous les autres victimes de cette pandémie, et en espérant qu'on aura... J'espère que tout le monde un petit peu va être protégé de cette pandémie. Si on a remarqué, si vous voyez un petit peu les chiffres, donc si vous voyez un petit peu les 3 mois, donc il y a la moitié, à peu près 50%, un peu plus comme ça, c'était sur les 2 premiers mois, c'est-à-dire à savoir mars et avril, et puis pendant le ramadan, c'est l'autre moitié, donc à peu près il y a une augmentation de 50%. Et ça peut être, j'allais dire, expliqué par, selon les informations, c'est-à-dire selon moi, de 2 façons. Premièrement, parce qu'on est en train de placer un peu de tests un peu partout. Et c'est bien, c'est parce que au départ, on n'avait pas beaucoup de moyens, on était pris au dépourvu. Et maintenant, que ce soit par notre tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Santé, que ce soit par des bienfaiteurs qui mettent en place des équipements, et on commence à évaluer, à tester, et donc c'est normal, si on teste plus, on trouvera plus. Mais aussi, on pense que ça ne suffit pas, parce que le fait d'avoir pendant plusieurs jours un nombre constant, ça n'explique pas, et ça peut être expliqué par peut-être ce relâchement qui a eu lieu lorsque un petit peu il y avait changement d'horaire de Vous parlez de la capacité de dépistage. Je le disais dans l'introduction justement de cette émission, que l'Algérie se lance dans la fabrication locale de kits rapides. Donc on a à peu près 200 000 kits par semaine. Est-ce qu'on doit s'attendre à voir les chiffres grimper, puisque vous parlez de capacité de dépistage aussi? Si vous permettez un peu, je récapitule comment se fait un peu le diagnostic en biologie. Oui, allez-y. Parce que je pense en clinique, Dr Youssi est mieux placé que moi. Donc en biologie, donc le diagnostic, il se fait un petit peu de 2 manières. Donc premièrement la PCR, qui est le gold standard. Donc c'est à la PCR. Si on a une PCR positive, c'est pratiquement le diagnostic. Maintenant, on a d'autres éléments. On a ce qu'on a apparu, ce sont les tests sérologiques. C'est quoi les tests sérologiques? Ça veut dire que lorsqu'on contracte le virus, lorsqu'on est en contact avec du virus, notre corps prend un certain temps et il va développer des anticorps. Et donc, ces tests sérologiques qui soient rapides... C'est des tests sanguins, c'est ça? C'est des tests sanguins. Donc, je vous rappelle que généralement, c'est un virus respiratoire et que dans le sang, pratiquement, il n'y a pas ou peu de virus. Donc, c'est même par des mesures de sécurité, j'allais dire, notre conduite est différente si on traite le prélèvement nasopharyngé ou le prélèvement. Mais ces tests, il y avait beaucoup d'espoir sur ces tests sérologiques. Mais malheureusement, j'allais dire un petit peu le développement des connaissances, on parle un petit peu du savoir, et il faut un petit peu qu'il y a beaucoup de, j'allais dire, ces espérances, on les a revues beaucoup à la baisse, parce que ces tests sérologiques... ne sont pas fiables au tout début de la maladie. C'est pas une question de fiabilité, c'est une question, ils ne sont pas présents. C'est-à-dire que pour développer des anticorps, il faut attendre au moins 7 jours. Donc, les faire avant 7 jours... Donc ça ne sert à rien. Ça sert à rien, donc, premièrement. Et ils ont maintenant leur intérêt, parce qu'avant, on croyait que si on développe des anticorps, qu'on est immunisé. Donc, on s'est avéré qu'on n'est pas... Si on a des anticorps, rien ne prouve qu'on est immunisé. Et puis, deuxièmement, rien ne prouve quelle est la durée de cette immunité. Et ça remet en question les gens qui ont pensé peut-être à, j'allais dire, à développer ce qu'on appelle un passeport d'immunité pour le déconfinement ou pour certaines personnes, j'allais dire, faire certains travaux par rapport à d'autres. Maintenant, c'est un peu tombé à l'eau. Mais on attend la confirmation. Donc ces tests sérologiques sont de deux
parties. Il y a les tests sérologiques rapides, qu'on fait très rapidement, qu'on peut avoir le résultat dans 15 à 20 minutes. C'est ça les tests dans lesquels l'Algérie et c'est ceux-là qu'on produit maintenant. C'est ceux-là qui sont en production et qui ont été validés par un travail au niveau du CHU de Nimessous par notre collègue, le professeur Djidik. Donc il y a donné qui les a contractés. Absolument. Mais on peut avoir toujours ces tests. Ces tests-là sont qualitatifs. Donc leur rapport, c'est en complément de la PCR. Pourquoi en complément de la PCR? Parce que le problème de la PCR, si elle est positive, c'est très bien. Ça y est, le médecin a fait le diagnostic. Mais lorsque la PCR est négative, la PCR elle a plusieurs raisons d'être négative. La première, c'est le moment de faire la PCR. La PCR, chez la plupart, il y a des exceptions bien sûr, mais chez la plupart des gens, elle est positive dans les 7 à 10 jours, premiers jours. Et donc, si on la fait un peu après, parce qu'il y a la courbe descendante, chez plusieurs personnes, elle est négative en ce moment-là. La deuxième chose, c'est le prélèvement qu'on fait. Vous savez, les prélèvements, si les tests sérologiques sont faits sur le sang, sur le sérum ou sur le plasma, la PCR est faite sur le prélèvement nasopharyngé ou bien un prélèvement des voies respiratoires basses, ça veut dire dans les crachats, ou bien dans les aspirations broncho-alvéolaires. Et ça dépend. On sait que ce qui est fait le plus souvent, c'est le prélèvement nasopharyngé. Et ce prélèvement nasopharyngé, c'est le premier à se négativer. C'est-à-dire qu'on peut avoir un prélèvement nasopharyngé correctement fait, parce que il y a une autre raison aussi de négativité s'il est mal fait, mais même parce que maintenant, je pense avec le temps qui s'est passé, la plupart des gens qui font ces tests, ils le font de façon convenable, mais c'est le premier à se négativer. C'est-à-dire, contrairement aux autres prélèvements qui peuvent rester positifs jusqu'à 20 jours et plus. Finalement, ils servent à quoi? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont, finalement, ils sont utiles ou pas? Ils sont utiles dans certaines circonstances, à savoir, c'est un diagnostic de rattrapage. Ça veut dire, si quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui vient de venir chez le docteur Yousfi et qu'il voit ça fait un moment qu'il a tous les signes, il lui fait une PCR, elle est négative, lui, pratiquement, il est convaincu que c'est un Covid. Comme ça, on sait que la PCR est faussement négative. Donc, s'il y a plus de 7 jours, on va lui demander ces tests-là. Et s'ils sont positifs... Mais finalement, si vous le permettez, ça ne va pas augmenter les capacités de dépistage. Justement, si vous le permettez, juste un complément. Justement, ça. Brièvement, parce qu'on va juste parler avec le professeur Aoufane aussi. Il faudrait qu'on se mette d'accord, le dépistage, le diagnostic, ou même le dépistage massif que font beaucoup de pays, c'est avec la PCR. C'est avec la PCR. Ce n'est pas avec donc, les tests sérologiques ou les tests rapides sont un complément. En Corée du Sud, on a fait beaucoup de tests rapides, par exemple. Non, je vous ai dit les fameux tests faits en voiture. Excusez-moi. C'est des tests PCR, ceux-là. PCR, non. J'insiste, c'est tests PCR. Tout ce que font maintenant pour le dépistage, parce que, le professeur Khourouf vient de le dire, les tests rapides, d'abord, il faudrait qu'ils soient bien validés, parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'on revient à l'Organisation mondiale de la santé, pour l'instant, n'a pas encore validé tous ces tests. Premièrement. Deuxièmement, de par l'évolution et ce qui a été expliqué par donc là, c'est clair qu'on ne peut pas les utiliser encore plus la première semaine et même après, donc, comme je vous ai dit, donc ils sont utilisés dans certaines situations particulières, dans des enquêtes, etc. Donc il faut insister. Pour notre côté, à la PCR, c'est ce qu'on fait, nous, à Bouffay. Mais aussi un diagnostic de rattrapage, ils sont positifs. Si vous avez le signe clinique, signe épidémiologique et les autres signes biologiques. Comme complément, c'est pour ça. Comme ça, c'est un test de rattrapage. Mais en plus de ça, ça peut être aussi chez le personnel qui est, par exemple, le personnel de santé, par exemple, c'est un très bel exemple d'application de ces tests. Parce que c'est exposé avec le malade. Cela, on peut faire. Ailleurs, maintenant, ils sont en train de faire, si je me permets d'ajouter autre chose. Brièvement, parce que, voilà. On va donner la parole aux autres. C'est très sérologique aussi, sont utilisés pour des études épidémiologiques, pour voir un petit peu la prévalence de la maladie. On prend un échantillon, c'est comme dans les sondages que vous connaissez très bien, et on fait un petit peu un sondage pour voir un petit peu quel est le taux de prévalence de ces maladies. Donc en termes de dépistage, finalement, on ne va pas voir nos capacités de dépistage augmenter. C'est ce que je voulais entendre. Alors, on a avec nous aussi le professeur Aoufane à partir d'Oran. Je rappelle, donc vous nous écoutez, professeur. Alors je voulais savoir, justement, on est en train de parler un peu on était en train d'évaluer un peu les chiffres et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En tant qu'instance scientifique, est-ce que vous faites des rapports périodiques dans lesquels vous faites des évaluations ou des suggestions?
Très bien. Merci beaucoup, madame. Je vais démarrer mon propos pour saluer mes chers collègues et vous invités. ونترحم على شهداء الواجب وشهداء الوطن qui sont les blouses blanches. ربي يرحم جميع شهداء الواجب. Je voudrais préciser mon propos. Le 27 février, déjà, le 27 février 2020, notre direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique s'est associée et a instruit notre agence thématique de recherche en sciences de la santé pour qu'on déclenche un mouvement massif de la collaboration scientifique de notre communauté nationale et même celles qui sont établies à l'étranger. Et donc on a lancé un appel à contribution de cette communauté scientifique et nous avons récolté plus d'une centaine de propositions de thématiques pour la lutte contre le Covid-19. Ce que je pourrais vous préciser encore une fois, c'est que cette compétence scientifique, elle est engagée, elle est compétente et on voit venir un petit peu ses résultats. Plusieurs rapports ont été transmis à notre département ministériel et au départ, notre l'apport de la communauté scientifique a été sur 4 volets essentiellement. Oui. Le premier volet, c'était le plan organisationnel, comment on devait s'organiser pour lutter au mieux de la prise en charge de cette pandémie Covid-19. Le deuxième volet, c'était la protection des personnels soignants. Et le troisième volet, c'était en matière de diagnostic, qu'est-ce qu'on pouvait apporter à la santé du citoyen, à la santé publique, les moyens et les compétences et les structures de la recherche scientifique pour les mettre à la disposition de l'Institut Pasteur, comme vous le savez. Et le troisième volet, c'était comment trouver des solutions en matière de prise en charge thérapeutique. Que ce soit sur le plan prise en charge thérapeutique en validant les protocoles, soit éventuellement d'aller sur des pistes de recherche, et je vais vous en parler tout à l'heure. Oui, on reviendra justement sur votre contribution plus en détail tout à l'heure. Monsieur Mohamed Sidi Saïd, vous êtes avec nous depuis Aix-en-Provence. Je voulais vous faire réagir, justement on parle un peu de l'apport aussi de la communauté scientifique dans cette crise aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez finalement que la communauté scientifique a été écoutée d'une manière générale dans la pandémie, pas uniquement en Algérie? Est-ce que vous pensez finalement que les scientifiques sont écoutés dans cette pandémie et dans la gestion de cette pandémie? Je voudrais tout d'abord, salam alaikum, Azul Filaoun, et je suis tout à fait heureux d'être avec vos éminents professeurs et je parle sous leur contrôle. Je pense qu'on ne dira jamais assez que cette pandémie a pris tout le monde de court et personne ne pouvait la prévoir. Songez qu'aujourd'hui, à travers le monde, on a pratiquement 300 000 morts, dont 80 000 aux États-Unis. Et je dois vous avouer que dès les premiers jours, j'ai eu très peur. J'ai un profond sentiment d'inquiétude à l'égard de l'Afrique. Imaginez un peu plus d'1 milliard de personnes avec des infrastructures hospitalières, des moyens de logistique des plus réduits. Dieu merci, il semble à la date d'aujourd'hui que la jeunesse de la population, 3,5% de citoyens en 60 ans, à comparer avec les 20% de la moyenne européenne. Et puis on peut se poser la question de savoir si l'utilisation fréquente de la chloroquine et aussi de la trithérapie n'ont pas été un facteur qui ont réduit la virulence du virus. Mais ça, le temps nous le dira. Ce que je voudrais dire avant tout, c'est m'associer à vous tous pour exprimer un profond sentiment de gratitude à ce corps soignant algérien qui a été formidable. Et des pensées très émues à l'égard de ceux qui ont donné la vie
pour sauver celle des autres. Et effectivement, il y a un fonds qui existe à l'intention des résidents algériens à l'étranger, et j'encourage pour ma part tous les Algériens qui sont en France ou ailleurs, il y en a beaucoup, à contribuer à ce fonds et aussi à contribuer par leur savoir. Et on a en France, en Europe, ailleurs dans le monde, des qualifications qui font l'admiration de beaucoup de gens. Ensuite, moi je voudrais vous parler d'espoir, parce qu'au fond, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Et je m'arrêterai seulement à deux raisons d'espérer. C'est qu'on n'a jamais vu un tel déploiement de ressources, d'énergie, d'imagination, d'envie de sortir de cette crise qui a pris tout le monde de court. Et j'espère qu'à la date d'aujourd'hui, on peut sans doute espérer un vaccin avant l'hiver prochain. On va y revenir, professeur Monsieur Mohand. On va revenir à vous. Je vais juste vous inviter à regarder un reportage justement qui revient justement sur le corps médical. C'est un hommage qui a été rendu au corps médical. Regardez. Moi, ils luttent et combattent pour freiner la Covid-19. Ils mènent avec dévouement leur noble mission sans aucun répit. Le personnel médical, tout corps confondu du CHU Mustapha Bacha, a reçu des encouragements et hommages de la part des anciens scouts musulmans algériens. Cette caravane elle est faite pour rendre hommage à tous les médecins et tous les fonctionnaires de secteur de la santé à travers les efforts qu'ils sont en train de faire tous les jours, 24 sur 24, quand le virus est rentré ici en Algérie, ce virus Covid-19. Et à travers cet hommage-là, on remercie à tous les médecins au niveau national. Et aussi, on remercie tous les fonctionnaires de la santé. Leur présence, ça nous a vraiment honorés et ça nous a apporté un plus. On voulait au moins, c'est-à-dire une reconnaissance. D'ailleurs, alhamdoulilah, c'est-à-dire les malades sont satisfaits. C'est notre devise. Quand on voit le malade qui est déjà atteint du Covid positif, il vient chez nous pour une admission. Et l'admission, elle est de J1 à G10. À sa sortie, il est guéri. Une initiative très appréciée par le personnel du service interne de Mustapha Bacha avec plein d'émotions. Une minute de silence a été observée pour les médecins qui ont perdu la vie depuis le début de la crise sanitaire. De ce fait, les médecins ne cessent d'appeler les citoyens à rester chez eux. Nous sommes en première ligne, nous nous battons contre ce fléau qui s'est abattu sur notre pays du mieux qu'on peut. Donc on est là, on se bat et on aimerait en retour que les Algériens comprennent que le danger est réel. Il faut donc rester à la maison, ça passera. Donc en restant à la maison, en respectant les mesures de distanciation sociale, portez votre masque et on s'en sortira tous ensemble, main dans la main. Alors, c'est donc une chute sur les mesures de distanciation et les mesures barrières qu'on finira jamais de rappeler. C'est toujours important de les rappeler. On y reviendra. Mais pour le moment, professeur Aoufane, j'aimerais vous faire réagir justement sur ce que disait Monsieur Mohand Sidi Saïd, qui parlait un peu de ce côté positif, j'ai envie de dire, de la pandémie aussi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la pandémie du coronavirus a valorisé le chercheur ou a fait émerger des compétences qui étaient cachées? Si vous permettez, madame, je voudrais planter le décor. Il y a les médecins tout corps confondus et même les hospitalo-universitaires sont en première ligne. Et bien entendu, les chercheurs aussi, mais ce n'est pas la partie visible en quelque sorte. Alors, pour replanter un petit peu le décor, je voudrais faire ressentir et transmettre un message pour la communauté et pour la communauté scientifique, pour leur rendre hommage et surtout pour transmettre à nos concitoyens le propos suivant. La collaboration de notre département ministériel, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration avec
de la Direction générale de la recherche scientifique, elle est sortie de son secteur, elle est allée vers l'intersectorialité et la transsectorialité. Et à ce propos, nous avons signé, d'ailleurs un signal fort a été lancé quand M. le ministre de l'Industrie s'est associé à celui de l'enseignement supérieur pour rendre visite au centre de développement des technologies avancées à Baba Hassan, où ils ont inspecté nombre d'unités de recherche et les fabrications technologiques. Le deuxième volet, c'était à travers notre direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique qui s'est associée pour une collaboration exceptionnelle, un partenariat avec l'Institut Pasteur. Vous le savez, au départ de la crise Covid-19, la grande problématique, ce n'était pas les structures, ce n'était pas peut-être aussi les moyens de prise en charge, mais c'était comment établir un diagnostic de certitude. Et on avait exclusivement l'Institut Pasteur d'Alger. Et toutes les structures de recherche où il y avait de la biologie moléculaire ont été mises à la disposition de l'Institut Pasteur. Et si vous permettez, est-ce que vous pouvez nous rappeler, je vais aller sur trois volets. Je sais que vous avez fait beaucoup de choses. Professeur, lesquels, excusez-moi, je sais que vous avez fait beaucoup de choses depuis le début de la crise. Vous avez travaillé avec beaucoup d'universités, beaucoup de laboratoires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler concrètement les choses qui ont été faites grâce à vous, comme par exemple les respirateurs. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Très bien. C'est pour ça que les gens comprennent de quoi vous parlez concrètement. Le volet concrètement, justement, je vais aller concrètement, oui. Mais pour un petit peu, pour être pédagogique, parce que c'est une émission qui s'adresse au public, et je voudrais être pédagogique, et c'était sur trois volets. Premier volet, c'était le volet préventif. Alors, pour le premier volet préventif, je voudrais insister que grâce au CRBT, dans le cadre de la protection des personnels soignants, on avait lancé, pour limiter ce risque, des formations de biosafety and health. Bien entendu, on les a protégés en fabriquant des casques d'acétate et des visières. C'était au niveau de l'université de Batna, au niveau du CDR, la production de gel hydroalcoolique, des distributeurs automatiques de solutions hydroalcooliques à Al-Hajjar. Et bien entendu, il y a eu une conception à l'université de Sidi Bel Abbès de la désinfection à l'ozone pour détruire tout ce qui est bactéries, virus et autres coronavirus. Et bien entendu, toujours dans le volet préventif, l'industrialisation du prototype de cabine de désinfection grâce au centre de recherche des technologies industrielles et le système de désinfection des surfaces UV grâce au centre de recherche des énergies renouvelables, le tapis roulant utilisant des radiations ultraviolets, des rayonnements ultraviolets pour neutraliser les virus, et c'était grâce à une action du centre de recherche en technologies semi-conducteurs. Et bien entendu, il y avait une mise en place d'une plateforme de télémédecine grâce à une action du Sihatec avec un groupe de médecins. Le prototype qui a été validé par l'industrie, c'était le thermomètre électronique à distance. Et bien entendu, il y a eu aussi des développements d'applications mobiles pour la détection des symptômes de Covid-19 en temps réel par l'université de Ain Mouchent. En matière de diagnostic, on a mis à la disposition de l'IPA pour le diagnostic réellement l'université Tizi Ouzou, Béjaïa, Médéa, Annaba, Tlemcen, Sila, Al-Taraf. L'équipe de l'université Hasiba Ben Bouali de Chlef est un centre de référence de dépistage au RT-PCR au niveau de la génomique et de la bioinformatique. Et il y a eu même des fabrications de kits de diagnostic par le RT-PCR à Hasiba Ben Bouali. Le laboratoire privé, donc tous les secteurs confondus, le laboratoire privé a été agréé pour la mise en place. Je vais parler succinctement de la contribution du centre de recherche en biotechnologie qui a mis son centre à disposition pour l'aide au diagnostic. Il a même développé une nouvelle approche pour le diagnostic rapide dans le cadre du pooling et du CRISPR, qui est une méthodologie très importante. Et si vous voulez, je pourrais revenir là-dessus. L'autre contribution de ces compétences algériennes de la recherche scientifique, génie de la science
est une start-up qui est domiciliée à Sidi Bel Abbès. Avec la collaboration de l'université de Sidi Bel Abbès, ont élaboré un kit RT-QPCR pour le diagnostic. Et c'est un kit qui coûte le 1/6 par rapport à ce qui est importé de l'étranger. Le CDTA a développé les kits, les écouvillons pour les prélèvements nasopharyngés pour le diagnostic du kit PCR. Et bien entendu, il y a eu un développement d'un logiciel pour le traitement des images radiologiques pour aider les confrères radiologues et pour l'imagerie thoracique, pour le scanner, pour les aider à accélérer un petit peu le diagnostic. Professeur Aoufel, on a compris. Logiciel qui a été développé il y a énormément de choses que vous avez faites. Professeur Aoufel, il y a énormément de choses que vous avez accomplies depuis le début de la pandémie. On ne peut pas tout citer. On vous salue d'ailleurs pour votre action. Il est clair que cette crise a fait émerger des compétences. Est-ce qu'on peut espérer qu'après cette pandémie, le chercheur aura plus de place dans la vie économique du pays? Vous savez très bien que l'Algérie est un pays qui compte très peu de chercheurs dans la vie d'entreprise. C'est ça, Madame Chauffé, l'Algérie est passée d'un... Nous sommes un pays jeune, je vous le rappelle. Oui. Nous sommes un pays jeune et le diagnostic est le suivant. 98%, si ce n'est pas plus, des chercheurs sont domiciliés au niveau de notre département ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche. Notre point faible, c'est qu'il y a très peu de chercheurs en entreprise. Pour une fois, la Direction générale de la recherche scientifique et développement et technologique a été reçue dans un conseil interministériel où on a pu exposer tous les produits issus de la recherche. Et c'est pour cette raison que la recherche scientifique doit y aller comme dans les autres pays en entreprise. C'est notre faiblesse. Nous avons amélioré les choses dans notre département ministériel. La seule entreprise qui reconnaît un petit peu la place du chercheur, il y a Sonalgaz. Sonatrach, c'est en cours. Saïdal, il y a très peu de chercheurs. Donc vous voyez que c'est extrêmement difficile. On ne peut pas faire du développement technologique ou de l'innovation au niveau de notre département ministériel. Au niveau de l'enseignement supérieur, on ne peut faire que de la recherche académique. Tout ce qui est développement technologique doit être en entreprise. Je voudrais, si vous permettez, rapidement, ce qui a été concrétisé. Malgré que nous sommes dans un département académique, il y a eu des propositions de solutions thérapeutiques. 4 nouvelles molécules ont été développées grâce aux plantes médicinales par le centre de recherche en analyse physico-chimique. L'université de Saïda, grâce au composé Nigella sativa, a proposé une alternative. Grâce aux études de docking moléculaire, l'université de Tlemcen a mis au point des solutions bioactives. L'artémisine comme traitement pour le Covid, ce qu'en arabe on l'appelle le chih, au niveau de c'est un antipaludéen aussi. A été publié grâce aux travaux scientifiques de ce centre de recherche scientifique. Alors, un autre travail, grâce à l'équipe de l'Arwat, sur l'inhibiteur clé du SARS-CoV-2, les toposides, traitement anti-cancer, qui vient d'être publié dans une grande revue de l'équipe de Betna, qui est déjà publiée. Et bien entendu, en matière de respirateurs, je vous le rappelle qu'il y a eu l'association de 4 centres de recherche. Le CDTA, avec un partenaire privé, l'université de Borj Bouaridj sont en train de valider avec le MIT aux États-Unis, le CRTI de Sétif, la même chose. L'ENI, en association avec l'université de Bdjaïa, se lance dans la fabrication d'insufflateurs artificiels et des respirateurs automatiques. Bien entendu, il y a un autre volet sur lequel je voudrais parler, c'est qu'il y a, dans un cadre de partenariat entre l'enseignement supérieur et l'IPA, vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. On termine sur ça, professeur Aoufel, on doit vous libérer et on doit donner la parole aux autres invités avec nous aussi. Il y a 2 travaux scientifiques extrêmement importants. C'est celui du docteur Bouzid qui a développé des matériaux non contaminables, c'est des biocides pour la lutte contre le Covid. Son travail a été accepté par un grand journal à l'international qui est le journal Nature, Environnement et Technologie. La mise en place de la collaboration avec l'IPA nous permettra de faire des essais cliniques
au niveau de l'EPA. Le deuxième projet, c'est un projet de biomédecine qui est élaboré par le Dr Gawar et a été mis à la disposition de l'université, de l'IPA, grâce à l'université de Tlemcen. Bien entendu, nous avons en cours 50 projets qui ont été expertisés et validés au niveau de la TRSS pour appuyer la lutte contre cette pandémie. Merci beaucoup, professeur Aoufane. Ce que je vous dis là, c'est vraiment c'est une version XS de toute la contribution de toute la recherche scientifique en Algérie. Professeur Aoufane, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Oran. La recherche scientifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Oran. On peut pas citer tous les projets sur lesquels vous travaillez parce qu'il y a une grande palette. J'ai regardé un peu les travaux que vous faites. Il y a énormément de choses. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Oran. Merci. On aura compris, on aura retenu en tout cas de votre intervention que les chercheurs et que la crise a également du positif, a fait émerger beaucoup de compétences. Alors, oui, merci encore une fois. Alors, on a également avec nous, je le rappelle, Monsieur Mohamed Sidi Saïd. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc du livre Au secours, notre système de santé est en péril. Monsieur Mohamed Sidi Saïd, on parlait à l'instant avec mon autre invité, le professeur Aoufane, des aspects positifs aussi de cette crise qui a fait émerger énormément de compétences et qui a fait participer les chercheurs algériens à la vie économique du pays, à l'entreprise d'une manière générale. Alors, est-ce que vous pensez aussi que la crise du coronavirus a également du positif dans la mesure où elle a fait la lumière sur les dysfonctionnements de notre système de santé, de nos systèmes de santé, puisque c'est un peu le propos de votre livre? Sarah, vous savez, une pandémie qui ravit à la vie des milliers de personnes n'a rien de positif. Mais passons. Il y a sans doute des leçons à retenir de cette pandémie. Oui. Et je pense personnellement qu'elle va apporter une modification à la façon de faire de la recherche et du développement. Voilà une industrie jusque-là dominée par ce qu'on appelle les Big Pharma. Et c'est un fait, ils ont été à la source de découvertes phénoménales, notamment récemment dans les traitements anticancéreux. Mais je crois qu'on voit maintenant arriver sur le marché des biotech, des biotechnologies qui sont beaucoup plus agiles, qui sont moins dépensières, qui sont beaucoup plus rapides. Et dans ces biotechnologies, je le dis sans nationalisme excessif, que la communauté algérienne, du dedans et du dehors, est très bien représentée. Je pense que ça va être la surprise de ce siècle. Et si l'on continue dans cette voie, on n'aura plus besoin de milliards, d'un milliard, 1,5 milliard de dollars pour découvrir une molécule. Je pense que c'est la première leçon. La deuxième leçon, à mon sens, qu'il faut tirer, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et un système de santé, quel qu'il soit, qui n'a pas un volet important de la prévention n'est pas un bon système. Et je pense qu'il faudra repenser à tout cela. Je pense qu'il faut dessiner un système de santé qui réponde rapidement, sans trop de bureaucratie. Et je pense que c'est la tâche à laquelle les soignants, les protagonistes de la santé, les gouvernements devront s'attacher dans les semaines, dans les mois et dans les quelques années à venir. Mais je voudrais simplement revenir sur ce que je disais tout à l'heure, si vous m'autorisez, sur les raisons d'espérance. Il y en a plusieurs, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, jamais on n'a vu un tel déploiement de ressources et d'énergie dans cette malheureuse pandémie. Je voudrais parler sans
sans trop m'attarder, à cette expérimentation qui est en cours aux États-Unis, qui est conduite par un laboratoire américain que vous n'aimerez peut-être pas que je cite, donc je ne le citerai pas. Mais c'est une étude dans la recherche d'un vaccin et je pense qu'ils ont une longueur d'avance sur les nombreux prototypes dans la recherche d'un vaccin, en ce sens qu'ils ont négocié avec la redoutable et redoutée FDA, l'organisme américain responsable de l'homologation de nouvelles molécules. Ils ont négocié une étude qui va être rapide, qui leur permettra de passer d'une phase de la recherche clinique à une autre sans perdre trop de temps. L'autre élément dans cette recherche d'un vaccin, c'est que cette entreprise américaine a obtenu de la FDA que l'on injecte un fragment du code génétique du virus pour générer une réponse immunitaire. Je pense que c'est un espoir, c'est au moins une lueur d'espoir. L'autre raison d'espérer que je voudrais partager avec vos invités, éminents invités, c'est cette étude qui est sortie il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, dans une revue scientifique qui s'appelle Nature, qui est dont la réputation est indiscutable. De quoi s'agit-il? C'est une étude qui a porté sur 1343 patients infectés par le SARS-CoV-2. Et ces patients ont fait l'étude d'une analyse sérologique de type ELISA, c'est le test que l'on utilise habituellement dans la maladie de Lyme. Et ces chercheurs ont trouvé chez 99% des patients des anticorps spécifiques contre le coronavirus. Je vais être quand même clair, c'est une pré-publication. Ça veut dire qu'elle n'a pas été revue par tous ses promoteurs. Et je sais qu'un de vos invités, on a parlé tout à l'heure, il y a le facteur temps, etc. Mais je pense que c'est une voie, c'est une route qui peut nous conduire peut-être vers une immunité beaucoup plus élargie. Et la raison d'espoir, c'est que si cette étude est confirmée par d'autres études et par le temps, c'est qu'un patient infecté par le coronavirus ne risque pas d'être infecté une deuxième fois et ne risque donc pas d'être une source de propagation. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Sidi Saïd, d'avoir intervenu, de nous avoir accordé de votre temps. Alors, professeur Makhlouf, j'ai envie de vous faire réagir justement sur ce que vient de dire Monsieur Mohamed Sidi Saïd par rapport à l'immunité, à cette possibilité justement de développer une immunité. Oui. Bon, je suis au courant de cette étude. Cette étude, parce que ce qui a été un peu divulgué avant, c'est une pré-publication. Et c'est vrai, c'est une étude qui donne de l'espoir, parce que tout ce qui s'était arrivé ici, les dernières études, c'est que de dire les anticorps, ce n'est pas automatique, ce n'est pas tout le monde qui produit les anticorps, notamment les asymptomatiques qui posent le gros problème. Deuxièmement, ces anticorps, même si on les a, on ne sait pas sûr s'ils sont protecteurs ou pas, ce qu'on appelle, est-ce qu'on a des anticorps neutralisants. Est-ce qu'on développe finalement une immunité ou pas? On n'en était pas sûr. Et troisièmement, même s'il y a une immunité qui existe, qu'on peut vérifier sur dans les expériences in vivo et in vitro, on ne sait pas la durée de cette... Et c'est ça le gros point d'interrogation sur le vaccin, c'est aussi ça, c'est parce que si moi je suis en contact... Les tests sérologiques, c'est une preuve qu'on a été en contact du virus. Point à la ligne. Pour le moment.
certainement d'ici quelques jours ou plus tard, quelques semaines ou plus tard, on saura beaucoup plus. Maintenant, si cette étude va être répliquée, ça veut dire que d'autres études vont confirmer cette étude, c'est le grand espoir. Ça veut dire que les gens peuvent développer une immunité, se dire qu'ils ne vont pas être réinfectés et que les vaccins vont marcher. Oui. Parce que si on ne développe pas d'immunité, même les vaccins, vous allez mettre un vaccin, et puis ça ne va pas marcher. Et ça, c'est le grand point d'interrogation. Oui, justement, on reste un peu sur ce virus. Alors, il y a eu cette déclaration de Michael Ryan, le directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, qui, lui, a parlé justement de la possibilité que le virus devienne endémique, c'est-à-dire qu'il ne disparaisse pas. Est-ce que cela est possible et comment doit-on s'adapter, finalement, si le virus va rester parmi nous ? Ah oui, c'est clair. Si vous le permettez, juste... vous voulez réagir ? Réagir sur notre invité de Doron. Doron, justement, le problème, vous avez pensé de la recherche. Oui. On a toute la problématique, justement, en Algérie, justement. Il faudrait qu'on se penche, et il a bien clairement dit, d'abord que l'État accorde beaucoup plus d'importance à la recherche, ça d'une manière globale, en termes de budget, en termes donc, de moyens, en termes de réhabilitation donc, des universitaires, des chercheurs. Et deuxièmement, et ça a été bien dit, qu'on sorte cette recherche, elle est confinée dans une université complètement coupée donc, de la vie, c'est ça. Et donc, il a bien dit, c'est la recherche académique, alors qu'on fait tous les jours des recherches, ce qu'on appelle la recherche appliquée. Et donc, tous les jours, et surtout la relation entre, il avait bien dit, entre l'université et le monde du travail, oui. L'industrie. L'entreprise. Et si on ne sort pas de ça, donc on n'avancera pas. Et cette épidémie nous a permis de voir, en dehors des recherches, disons, des chercheurs académiques, des compétences même. J'ai eu des jeunes techniciens qui ont le fameux couloir donc, de désinfection a été donc inventé par des techniciens supérieurs. Certains dans le froid, ça vous dit donc et monsieur Saïd l'avait dit aussi, c'est l'Algérien lorsqu'il est dans des temps de crise peut donc son génie et donc il faut les encourager. Je reviens à votre question, c'est clair que là, il y a beaucoup de points d'interrogation jusqu'à présent. On est en train de connaître donc et un petit peu... Ça, c'est une déclaration du directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS. Oui. Il a dit que le virus... C'est-à-dire qu'il faut se préparer à vivre avec. Oui. L'OMS aussi a dit des choses, il y a 3 mois de ça, concernant l'Afrique. Qui ont changé en fonction, de l'évolution de la pandémie. C'est pas c'est pour vous dire que beaucoup de choses, on est en train de les connaître au fur et à mesure. On est en train d'apprendre. Il n'y a pas assez de recul. Et là, c'est clair que c'est une hypothèse, et pour ça qu'il faut s'adapter justement, et là, on s'adresse à tous les citoyens du monde, et particulièrement aux citoyens algériens, c'est que pour dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va, c'est pour que vous l'avez dit en termes d'humidité, on ne sait pas qu'est-ce qui va être donc le devenir de ce virus. Il faut à ce moment-là prendre, j'allais dire, l'hypothèse qu'il faut vivre avec. Maintenant, s'il va disparaître, si on va trouver donc des médicaments, si on va trouver un vaccin, tant mieux. Mais il faut comprendre l'hypothèse, j'allais dire, la plus pessimiste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'adapte. C'est-à-dire que le citoyen algérien ne doit pas et comme on voit dans certains comportements, excusez-moi, ne doit pas se dire, avec la diminution de l'épidémie, on risque de revenir à ce qui était avant début février, fin février chez nous. Ce n'est pas le cas. Donc il faut qu'on se mette dans la tête qu'on doit vivre, mais vivre avec le virus. Et vivre avec le virus, c'est tout ce que... L'organisation. Ah oui, l'organisation. Non mais écoutez, c'est une adaptation. Monsieur le ministre l'avait dit... D'ailleurs, le thème de l'émission, quelle adaptation? L'avait dit, lorsqu'on parle c'est un problème aussi de culture, lorsqu'on parle du masque. Écoutez, tout le monde sait très bien, l'Algérien... on va finir par l'adopter. Oui, mais l'Algérien, il y avait plus de 20 ans, était rebelle à la sécurité, ne mettait jamais la sécurité. Et on l'a intégré et maintenant c'est le réflexe systématique. Il faut qu'on arrive à ça. C'est-à-dire que la culture asiatique, c'est le problème aussi, on est des Européens. C'est un problème de culture, de discipline et de port du masque, on le voit, qu'il y a depuis maintenant des générations. Il faut qu'on arrive à ça, c'est-à-dire que porter le masque dans la mesure du possible, ces mesures donc d'hygiène, de lavage des mains, de distanciation, c'est pas facile pour l'Algérien. Il faut le dire, on connaît c'est pas facile.
C'est pas dans notre culture, comme vous le dites, de changer. à Mais c'est c'est un passage obligé si on pense à préserver des vies humaines, à donc aller et passer cette étape difficile. On disait tout à l'heure, avec tout ce qu'on est en train de vivre, donc le professeur de la santé depuis 2 mois et demi, tous les sacrifices, il ne faudrait pas qu'on balaye d'un revers de main tout ce qui a été fait à cause, je dis bien à cause du comportement de certaines personnes. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait une majorité. Ils sont une majorité. Non, attendez, je vous dis, non, même si c'est une minorité, même si un malade, vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé dernièrement, la Corée du Sud, c'est le meilleur exemple. Oui. Ils sont sortis de l'épidémie. Ils ont repris à cause d'une personne qui est passée dans des boîtes et donc et rebelote. Et c'est pour ça que c'est pour vous dire que c'est important. Il y a la responsabilité de tout le monde. Absolument. Et... Professeur Mokhlouf, justement, puisqu'on parle de la possibilité que le virus devienne endémique, est-ce qu'il est plus compliqué aujourd'hui d'éradiquer une pandémie dont le virus, c'est-à-dire quand le réservoir est animal? Parce que quand le réservoir est humain, c'est plus facile à endiguer, mais quand le réservoir est animal, c'est plus compliqué, c'est ça? Non, ça veut dire parce que c'est un virus qui a muté et qui contamine l'être humain. Le problème de coronavirus, c'est qu'aucun coronavirus n'a connu de vaccin. Parce que le gros problème, est-ce qu'il génère ou pas d'immunité? Et de là, à titre personnel, celui qui le contracte, j'allais dire de façon, d'une manière non grave, non gravissime, il va, j'allais dire, acquérir une immunité, et puis ça donne aussi la possibilité de fabriquer des vaccins. Mais si vous avez des anticorps qui sont inefficaces ou peu efficaces, parce qu'on a trouvé quand même des études en dehors de ce qui est apparu sur Nature, que M. Sidi Saïd l'a mentionné, il y a d'autres études en Chine et en Corée, comme ça, ils ont trouvé, même à Paris, ils ont trouvé que certaines personnes, ils ont ce qu'on appelle ces anticorps neutralisants. Mais premièrement, la quantité est faible, et ça dépend aussi de la réaction, ça dépend aussi des personnes. Donc, il y a beaucoup de... C'est pas le fait aussi de ne pas pouvoir contrôler un animal, parce qu'un être humain, on va vacciner, et voilà, on arrive à indiquer... Non, mais si on est en contact, qu'on développe, il n'y a pas de souci. S'il revient, on est déjà immunisé. Que ce soit immunisé parce qu'on était malade, ou soit immunisé parce qu'on est vacciné. Donc, le vaccin, ça veut dire, j'allais dire, ça va être un petit peu le gros point d'interrogation, parce que la conduite à tenir diffère en fonction si on a un vaccin ou si on n'a pas de vaccin. Si on n'a pas de vaccin, ce que vient de dire Dr Yosfi, ça va être le cas. Ça veut dire qu'on va vivre avec. Mais on ne sait pas, parce que ça va être... Bon, selon les données... Il y a des études qui disent que le virus a perdu de sa virulence. Est-ce que c'est vrai? C'est un des scénarios, parce que le fait que, par exemple, on pense qu'il n'y a pas beaucoup de cas, par exemple, en Algérie ou là, dans certains pays comme ça, en Afrique, comme ça. C'est une possibilité. C'est une possibilité parce qu'il y a plusieurs souches. C'est le même gène, mais il y a des variances. Que la souche qui est rentrée en Algérie, qui sévit en Algérie, c'est... Justement, ce point-là, justement, beaucoup de spécialistes disent que la souche qui était à Wuhan, donc, en passant en Europe, donc certains disent qu'il y a eu une virulence plus importante. Oui. Donc là, on parle justement de plusieurs types de mutations qui seraient, donc mutations avec point d'interrogation, parce que là, mais il y a plusieurs souches donc qui seraient de virulence différentes et qui s'adapteraient en fonction de certains environnements. Et c'est pour cela que donc je confirme ce que disait le professeur Mokhlouf. Donc là, il y a un grand point d'interrogation, c'est-à-dire concernant l'immunité donc de la personne, mais concernant aussi donc l'efficacité d'un éventuel vaccin et quand. Il ne faut pas oublier que dans le meilleur des cas, ce n'est pas avant une année. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure... Pour les plus optimistes. Il faudrait se préparer à vivre. C'est pas qu'on Il faudrait se préparer aussi pour la Eid, parce qu'on est à une semaine. Alors, on va terminer sur ça, justement, parce qu'il nous reste quelques minutes. Alors, on est à une semaine de Eid al-Fitr. Vous savez très bien que cette fête religieuse est synonyme de rassemblements familiaux. Alors, comment se préparer pour cette fête? Comment sensibiliser les gens et leur expliquer qu'il faudra justement peut-être fêter cette fête cette fois-ci, célébrer l'Aïd al-Fitr différemment? Écoutez, on est des musulmans et en tant que musulmans, je pense qu'il n'y a pas plus important en dehors de la fête de l'Aïd, ce qui se passe au niveau des lieux saints. Lorsque vous voyez que la Mecque est fermée et que
tous les pèlerinages donc, ont été interdits. C'est une chose exceptionnelle. C'est pour dire aux musulmans que nous sommes que c'est une situation exceptionnelle que nous sommes en train de vivre. La fermeture des mosquées en Algérie, on ne se rappelle pas donc, de cette situation. Et donc, c'est des phénomènes donc importants, une situation exceptionnelle. Alors, disons à nos Algériens, à nos citoyens, de faire cet effort exceptionnel de passer l'Aïd chez eux, en séjournant les vœux comme ces dernières années, on a pris l'habitude avec les nouvelles technologies, avec éviter surtout les rassemblements familiaux, mais c'est ça. C'est-à-dire le faire d'une manière différée, on ne va pas tous en même temps. Écoutez, nous en tant que soignants, notre objectif, c'est que de casser cette chaîne de transmission en évitant donc ces rassemblements. Parce que c'est ces rassemblements qui vont... Merci. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé chez nous. Et ça a démarré dans un cluster. À Blida, ça a démarré dans une famille. Absolument. Et ça avec une fête et avec un enterrement. Une personne peut contaminer 36 personnes. Oui, c'est la fin de cette émission, messieurs. Merci beaucoup de m'avoir accordé on va souhaiter de nous avoir accordé de votre temps. Sahaïdkoum. Vos auditeurs, Merci beaucoup, merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sahaïdkoum et à très vite.